Monsieur Julien Kofi Amon, bonsoir. Bonsoir. C'est la deuxième partie de notre interview que nous avions entamée il n'y a pas longtemps. Alors, le lecteur d'aujourd'hui n'est pas forcément celui d'hier. On va revenir sur le contexte, on va revenir sur l'affaire. Je rappelle qu'il s'agit ici de l'affaire 40 milliards d'un promoteur immobilier qui aurait été bloqué au niveau de la Société Ivoirienne de Banque. Revenez, s'il vous plaît, faites-nous-en une petite genèse. Alors, je vous remercie. Effectivement, lors de notre premier interview, il s'agissait de faire une sortie suite au message que l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire, par son président, avait lancé à la Société ivoirienne de banque en leur demandant de restituer les fonds qui étaient chez eux bloqués depuis le 26 mai et le 2 juillet 2020. Nous avons fait une réplique en informant tous les Ivoiriens que le promoteur en question était DC Immobilier, que la société en question était DC Immobilier. Et effectivement, il s'agit de deux transferts. Un le 26 mai 2020 qui provient d'un financement que nous avons pu obtenir dans le cadre de notre projet immobilier dénommé la résidence Trésor, qui constituait l'ensemble des 4513 logements à destination de l'Union syndicale des agents du Trésor. Et au 2 juillet, 30 millions d'euros à destination de l'association des cadres de Côte d'Ivoire Télécom pour leur projet immobilier de 1800 logements prévu à Djibi Nord. Voilà, c'était, pour ceux qui n'ont pas suivi, ce dont nous avons parlé dans le premier interview. Justement, au cours du premier entretien, on avait beaucoup épilogué sur l'appel qui avait été lancé par le président de l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire. D'ici, il avait donné 10 jours à la Société ivoirienne de banque. Alors, quels sont entre-temps, qu'est-ce qui a été? Est-ce que les choses ont bougé dans le bon sens? Alors, la question, en répondant à cette question, c'est juste se dire, est-ce que les fonds sont bien arrivés à destination? C'est bien cela. Durant les 10 jours. Alors, si c'est cette réponse, c'est non. Si c'est non, et d'ailleurs, lors de ma réplique, je n'avais pas voulu rentrer dans les détails, en respectant l'esprit du message que l'Union générale des consommateurs, le président Nguessan, avait lancé à toute la Côte d'Ivoire. Alors, j'avais dit que si d'ici là, rien n'était fait, je parlerai à tous les Ivoiriens. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. D'accord. Alors, certaines informations nous sont revenues concernant les intermédiations et les taux exorbitants qui ont été demandés par certains intermédiaires. Pouvez-vous revenir là-dessus, s'il vous plaît, M. Kofi? Depuis le 26 mai 2020 et le 2 juillet 2020, c'est suite à la réception des fonds, c'est-à-dire que suite à l'information de notre bailleur que le transfert avait été effectué, nous avions été assaillis par un certain nombre d'intermédiaires. D'ailleurs, nous nous posions la question à l'origine d'où provenaient ces intermédiaires et comment ont-ils fait pour savoir que des fonds avaient été transférés. J'ai ma petite idée. Je pense que ces premiers intermédiaires qui sont arrivés vers nous avaient des informations au niveau des différentes institutions sur le processus de ce transfert. Nous en avons rencontré pas mal. Et donc, je pense que votre question concerne ceux qui venaient avec des taux exorbitants. Nous avions signé une convention aux premières heures du 26 mai 2020 et du 2 juillet 2020 à
une intermédiation qui était menée par Hubert Digredi. À cette intermédiation, il constituait être au porte-parole ou le représentant des agents de la BCEAO. Et au sein de ces agents de la BCEAO, il y avait certains qui venaient du Trésor et des impôts. Et à cette intermédiation, nous avions signé 2 conventions. La première convention qui a été signée concernait le premier transfert sur lequel il était exigé 3 milliards 900 et quelques millions pour le transfert de 26 mai, celui de notre notaire. Et puis la deuxième convention que nous avons signée avec lui, toujours en direction des agents du Trésor et de la BCEAO qu'il prétendait représenter, était de 4 milliards 900 et quelques millions. En gros, sur le transfert de 40 milliards, enfin des 39 milliards 600 millions, on avait à peu près 9 milliards ou 10 milliards qui rentraient dans ces intermédiations. Nous avons hésité, puisque les fonds, je signale, étaient des fonds d'un financement. Mais nous avions déjà transféré, on va dire, 30 millions d'euros qui représentaient une infime partie de ce financement-là. Il fallait d'abord qu'on ait la garantie qu'en acceptant de donner un tel taux à une intermédiation, cela pourrait ouvrir la voie, d'ailleurs, c'est ce qu'on nous a dit. En acceptant cette intermédiation, on devrait la voie à ce que tout le reste rentre. Nous nous sommes engagés dedans. Et puis, plus tard, quand on s'est rendu compte que ce n'était pas assez, et chaque fois, les taux augmentaient jusqu'à ce que, un matin, je décide d'arrêter ces intermédiations. Et je leur ai fait parvenir le courrier qui allait avec. Très bien. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu à la date du 10 décembre 2020. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde d'État, M. Kofi? 26 mai au 10 décembre, il faut signaler que nous avions eu entre-temps le temps de faire des déclarations. C'est-à-dire que quand les transferts ont été effectués, la banque s'est muée, elle s'est refermée tout de suite. Au-delà de tous les courriers que nous avions envoyés par le biais de notre notaire, elle n'a pas répondu. Alors, nous-mêmes, nous nous sommes chargés de faire ces déclarations-là. Et du coup, nous avons réalisé entre-temps un certain nombre de déclarations. C'est-à-dire que nous sommes allés à la CENTIF. On a écrit au directeur des emprunts extérieurs en lui disant les fonds qui étaient arrivés, à quoi ça servait, c'était quoi les taux, et c'était quoi le délai de remboursement, c'était quoi le délai de grâce. Toutes ces déclarations ont été faites. Sur place à la CENTIF, on nous a demandé de payer un formulaire qui s'appelle le formulaire 57 pour faire ces déclarations-là. Donc, on n'a pas forcément attendu que la banque nous réponde, puisque dans tous les cas, après avoir transféré le projet et l'entièreté et toute la documentation sur dossier immobilier à la CENTIF, nous attendions que les fonds se positionnent sur le compte du notaire ou sur le compte du partenaire et nous allons tirer le relevé bancaire pour les envoyer à la CENTIF. Et bon, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Enfin, jusqu'à présent, je ne sais pas quoi arriver. Donc, le dossier a été déclaré. On a fait toutes ces démarches-là et nous sommes restés un peu dans le vide. Suite à ça, le 10 décembre, le notaire a informé sur appel de sa gestionnaire que nous devions nous rendre à la CIB pour déposer les justificatifs des fonds que nous avions reçus. Il me donne l'information. Nous avons prévu une séance de travail rapidement et nous sommes allés sur place et nous avons remis l'entièreté des fonds, des justificatifs de ces fonds. C'est-à-dire que les documents authentiques, le draft du SWIFT que nous avions reçu, le certificat d'envoi, le certificat d'origine des fonds, le projet en lui-même, les différentes conventions que nous avons signées, les différentes décisions que nous avons signées avec les différentes associations. Et tout ça, ça a été fait le 10 décembre 2020.
au siège, enfin à la CIB, à la rue, dans le bas du plateau, à la CIB CNPS. Voilà. Après le 10 décembre, le 14 décembre, nous sommes informés que nous devions nous rendre au service inspection de la banque pour des informations complémentaires. Nous sommes allés sur place. Il y avait moi, mon conseiller, le notaire. Et une fois dans le bureau de l'inspecteur, il s'en est suivi une série de discussions stériles qui se rapportaient au SWIFT, des fonds qu'ils ne retrouvaient pas, qu'ils retrouvaient. Ils ont retrouvé, ils étaient irréguliers, on ne retrouvait pas. Et puis à un moment donné, j'ai été très clair avec eux, je leur ai dit, bon, bah, j'estime que nous vous avons transféré des documents d'un transfert. Si vous estimez que le transfert est irrégulier, ou le document qu'on vous a donné est irrégulier, vous nous notifiez en tant que client que les documents que vous nous avez remis dans le cadre de votre transfert, nous avions des irrégularités là-dessus. Nous allons nous tourner vers notre bailleur et sa banque pour faire le nécessaire. Et là, il y a eu une chose assez surprenante, puisque dans tous les cas, lors de cette réunion, il y avait un certain M. Kofi qui participait aux négociations que nous avions a posteriori dans les différentes intermédiations que nous avions eues. Et d'ailleurs, c'est une fois sur place qu'on s'est rendu compte qu'il travaillait à la CIB et que c'était le monsieur des 40% qui voulait obtenir dans les différentes intermédiations. Alors, ils nous font savoir que nous devrions trouver un arrangement où nous concédons une partie de ces fonds. Sinon, la suite. La suite, c'est quoi? Sinon quoi? C'est la question que je leur ai posée. Et, il a repris en ces termes en disant on va vous donner un papier et un stylo et vous allez faire un papier tout de suite. Et tout le monde va sortir d'ici comme étant des gens intelligents. Et c'est quoi le papier? On renonçait à nos fonds. Donc l'inspecteur vous demande de renoncer aux sur fonds place qui sont venus de vos bailleurs. Voilà. Et moi, je lui fais savoir que pourquoi est-ce qu'on devra renoncer les fonds. Et d'ailleurs, si on refusait de renoncer à ces fonds, qu'est-ce qui allait se passer? Et il nous a dit, ah ben là, ça sera le plan B. Ah oui? Et je lui ai demandé, c'est quoi le plan B? Il dit, police économique. Maître Salé, mon notaire de l'opération, a voulu prendre la parole. Je lui ai dit, Maître Salé, c'est même pas la peine que vous vous fatiguez. Nous avions fait le choix de la police économique. Il s'est levé de son bureau, il s'est approché vers nous et il a dit, vous êtes en état d'arrestation. Il a demandé à ses collaborateurs, vous demandez à tous les agents de sécurité de me boucler ce bureau-là. Et c'est comme ça qu'ils sont tous sortis et ils nous ont laissés enfermer dans le bureau. Excusez-moi, c'est ça vous interrompre, je voulais juste savoir, il est de quelle nationalité? Il est ivoirien, cet inspecteur? C'est un Marocain, je pense. Enfin, c'est un blanc, il est type arabe, mais je pense que c'est un Marocain. D'accord, vous pouvez continuer. Voilà. C'est comme ça que les agents de sécurité sont venus derrière la porte. Ils nous ont laissé à peu près une quarantaine de minutes enfermés dans la maison, enfin dans le bureau, tout seul. Vous avez été séquestré? Je pense, oui. Tu peux le dire ainsi? Bien sûr. Et suite à ça, la police économique a débarqué. Ils ont fait un compte-rendu sur sein de la réunion que nous avions eue. Et nous avions été remportés à la police économique. Une fois sur place, les auditions ont commencé, on va dire ça comme ça. Et moi, je leur ai demandé, nous étions dans leurs locaux, pour quel chef d'accusation qui nous étaient. Ils nous ont tout simplement dit que bon, la banque était en train de faire sa plainte et que la plainte arriverait le lendemain à 16h. Alors, si je comprends bien, vous avez été mis en état d'arrestation et la plainte est venue après. Si. D'abord, nous sommes arrivés, les auditions ont commencé,
Ça commençait, ça ne commençait pas, on ne savait pas trop ce qu'on devait faire. Nous sommes restés, nous avions dormi là-bas, sur place. Et c'est quasiment le lendemain que les auditions ont commencé. Et c'est le lendemain que bon, les auditions sont arrivées. Et c'est par la suite, d'ailleurs, le lendemain, qu'on a on a compris ce pourquoi nous avions été arrêtés la veille. Et c'était quoi les chefs d'accusation? Tentative d'escroquerie, financement du terrorisme, blanchiment, faux en écriture bancaire privée et publique, financement du terrorisme et enfin achat d'armes et toutes ces choses-là. Mais sur le coup, quelle a été votre réaction? Vous savez, c'est curieux d'être face à une situation comme ça. Vous avez fait les grandes études, vous avez eu la chance de faire l'Institut national polytechnique, de partir à Paris, d'aller faire les grandes études, de faire des doctorats, de travailler honnêtement pour gagner votre vie, ne même pas avoir découvert dans votre vie et vous êtes tout retrouvé face à des accusations. J'avoue, au départ, vous ne croyez pas, vous avez l'impression que c'est vraiment du jeu. C'est plus tard que vous vous rendez compte qu'on est en train de vous coller quelque chose d'extrêmement grave. Et moi, j'estime que ce que nous avions vécu là, je ne souhaite même pas mon pire ennemi. Alors, on voit bien qu'il se passe beaucoup de choses dans ce pays et que vous en savez suffisamment. Alors, Monsieur Kofi, quand on regarde de fond en comble ces dossiers, on sent des mains obscures, on sent de l'intrigue, on sent des intrigues. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez, surtout quand vous revenez dans votre pays après quelques années, un pays qui est censé accueillir la barre ouverte des opérateurs économiques, des investisseurs? Quelle est l'impression que vous avez quand vous êtes en face de toutes ces situations, toutes ces intrigues? Il faut prendre en compte que mais déjà, il y a un adage de chez nous qui dit qu'on ne monte pas la route de son village avec sa main gauche. La Côte d'Ivoire reste mon pays. La Côte d'Ivoire m'a tout donné. On l'a donné en passant par le lycée technique, en passant par l'INSET, en me donnant ce que j'ai aujourd'hui. Voilà. Donc, je ne pense pas que je puisse avoir une appréhension spécifique à tout ce qui se passe actuellement dans mon pays. Seulement, mes regrets vont sur un autre aspect qui ne me concerne pas moi-même volontairement. Je suppose que je suis BIM manager, j'ai 2 doctorats, donc que je fasse les maisons, que je fasse pas des maisons, que je fasse des projets, que je fasse pas des projets, il y a toujours du travail pour moi et que je peux vivre tranquille avec ma famille, il n'y a pas de problème là-dessus. Mon seul regret, c'est qu'aujourd'hui, il y a 8500 emplois qui sont bloqués depuis plus de 2 ans. Des techniciens supérieurs, des électriciens, des plombiers, des carreleurs, des étancheurs, des coffreurs, des couleurs. Mon seul regret, c'est qu'on a pris 2 ans, alors qu'on était censé donner des maisons, des gens avec qui nous avions promis livrer les maisons depuis il y a 1 an. Et qu'on est incapable de pouvoir régler un problème aussi simple pour qu'on soit dans cette situation-là. Donc les regrets ne sont pas forcément pour moi. Je les ai parce que je pense qu'on aurait pu faire autrement. Alors si aujourd'hui je prends la parole, c'est pas pour me constituer en syndicat représentant de qui que ce soit. Je veux tout simplement pour que ça tombe dans les oreilles de là où ça doit tomber, pour éviter que ces choses-là arrivent encore à un autre entrepreneur dans le pays. Une chose est sûre et certaine, je ne peux pas, moi, aller au Maroc, prendre l'argent d'un Marocain, le séquestrer, sortir de mon bureau, lui dire qu'il est en état d'arrestation alors qu'il n'est pas policier. Je suis convaincu que je ne peux pas le faire. Ça fait partie de vos regrets quand même. Oui, bien sûr que personnellement, on va dire oui, à ce niveau-là, oui, bien sûr, que ça fait partie de mes regrets. Mais je pense que c'est des choses qui vont se gérer. Et puis c'est des choses où je pense que ça risque de ne plus arriver.
Alors là, nous sommes dans un cas de figure, on peut dire, de blocage, en attendant que les choses aillent mieux pour DC Immobilier, dont vous êtes le directeur général. Alors la question va être tournée vers les institutions de la République. En Côte d'Ivoire ici, on estime qu'il y a quand même des institutions qui sont censées agir dans ce genre de situation. Avez-vous, en tant que responsable de l'entreprise qui est bloqué face à des situations intenables, avez-vous pris à tâche, pris langue avec les responsables de ces institutions-là? Si oui, quel rôle ont-elles joué? Sinon, ne pensez-vous pas que le moment est venu de prendre langue avec certaines institutions? Il faut juste prendre en compte que au départ, nous sommes partis de blocage et au fur et à mesure que nous avançons dans la procédure, j'affirme sans regret que c'est un détournement. Voilà. Les institutions, elles ont toutes été saisies. Elles toutes. Aux premières heures, nous avions écrit au directeur des opérations de Dakar de l'aide de réclamation des fonds, aussi bien pour le premier transfert que le deuxième. Nous avions fait des lettres de réclamation, de relance à nos lettres de réclamation. Nous avons transféré l'entièreté des projets au directeur des opérations de Dakar. Nous n'avions pas eu de suite. Nous avions, par la suite, écrit à la CENTIF, au directeur des emprunts extérieurs, à qui nous avons transféré le projet. Les courriers, tous ces courriers-là, nous les avons publiés dans une interview, en facsimilé, pour que tous les Ivoiriens puissent se rendre compte qu'il y a eu toutes ces démarches-là qui ont été faites. La banque a été écrite. La BCAO Côte d'Ivoire est en ampliation des lettres qu'on a envoyées à BCAO Dakar. Nous avons saisi l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire qui a saisi le Premier ministre par courrier, le médiateur, l'Association des banques de Côte d'Ivoire, la banque elle-même. Vous en connaissez encore d'autres institutions qui sont dans le processus. En tout cas, elles toutes. Alors c'est ce silence assourdissant qui fait réfléchir. Monsieur Julien Kofi, vos partenaires vous écoutent. Toutes les personnes à qui vous avez promis des maisons vous écoutent. Tous les propriétaires terriens à qui que vous avez rencontrés, avec qui vous avez eu des séances de travail vous écoutent. Tous ceux qui désirent avoir un jour un toit vous écoutent. L'occasion vous est donnée pour vous adresser à toutes ces personnes. Alors, je vous remercie pour la question. J'ai fait l'INSET, qui est l'école de Fobagny. Et en partant en Europe et en rentrant dans mon pays, je n'ai jamais pensé que cette chose-là pouvait m'arriver. Dans le plus lointain de mes souvenirs, alors là, jamais. Là, nous y sommes. Et dans cette même école de Fobagny, toute difficulté a besoin de dialogue et d'entente. J'aimerais dire à tous ceux qui m'ont fait confiance, tous mes partenaires, à mon bailleur d'ailleurs, que j'oublie souvent, parce que c'est pas commode de se lever, de dire je vais prendre mon argent pour aller financer un projet, et de se voir entraîner dans un procès pendant 2 ans et courir après le monde pour que son représentant puisse être libéré. Donc le seul tort, c'est qu'il a fait rentrer les fonds pour donner des maisons aux Ivoiriens. À tous ceux qui attendent les maisons, à tous ceux avec qui nous avions travaillé, à tous les propriétaires terriens, ceux qui nous ont fait confiance, je voudrais les assurer
que je suis toujours à la tâche. Je n'ai pas abandonné l'idée première qui m'a habité avant d'arriver en Côte d'Ivoire, qui est de venir participer à la construction de mon pays, de donner un toit à tous les Ivoiriens. D'ailleurs, je sais que faire ça. Je n'ai pas abandonné. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'était incompréhensible des fois. J'aimerais toujours avoir de leur assurance parce que je suis convaincu que je vais récupérer les fonds et puis réaliser le projet pour lequel nous avions déjà discuté en amont. J'aimerais que chacun soit assuré, aussi bien tous les collaborateurs qui sont rentrés depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, qui sont dans le processus, à tous ceux que nous avions mis en recrutement, qui sont en attente, à tous les partenaires à qui nous avons passé des commandes, qui sont aussi en attente. Que je suis toujours là et que j'espère vivement que notre justice puisse aller très vite afin de demander à la banque de me restituer mes fonds pour que je puisse faire ce pourquoi je suis rentré en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, Monsieur Julien Kofi Amon. Je rappelle que c'était une interview avec Monsieur Julien Kofi. Il est docteur en architecture. Il est le directeur général des DC Group. Il est le directeur général de DC Immobilier, qui est une entité du groupe DC. J'espère que toutes les questions abordées ont pu trouver des préoccupations, on peut trouver des réponses adéquates, de quoi satisfaire nos lecteurs, nos auditeurs. J'espère vous revoir, M. Kofi, et cette fois-ci dans une situation où vous êtes dans vos bottes, sur vos chantiers. Merci infiniment, M. Kofi. Je vous remercie.